J'aimerais, avant de commencer, simplement vous aviser que le sujet que je vais essayer de traiter, au moins partiellement ce soir, est un sujet relativement novateur et, à ce titre, il a perdu en précision ce qu'il a gagné en popularité. Je parle surtout de la résidence. La vieillesse aussi a connu des avatars dans sa définition et je vais commencer par... excusez-moi. Voilà, la vieillesse connaît des définitions qui sont variées. En premier, nous connaissons M. Charles de Gaulle qui, du haut de sa grandeur toute militaire, affirmait avec certitude que la vieillesse est un naufrage. Si je vous vois tous et toutes ici, je dirais qu'il s'est probablement trompé. La deuxième personne que j'aimerais citer, qui a beaucoup écrit dans un énorme volume qui s'appelle « La vieillesse », de plus de 800 pages, c'est Simone de Beauvoir, grande écrivaine française dans les années 70, du temps de l'existentialisme, où elle disait, par exemple, que dans son livre, et je cite, « La tristesse des gens âgés se confond avec l'amer et humiliant sentiment de leur inutilité, c'est pas toujours vrai, au sein d'un monde qui n'a pour eux qu'indifférence. » Un autre auteur français qui s'appelle M. Alfred Sauvet, dans un rapport de la Commission d'études des problèmes de la vieillesse, affirme, et je cite, que politiquement et psychologiquement, le vieillissement se traduit par un conservatisme, l'attachement aux habitudes, le défaut de mobilité et l'inadaptation à l'évolution du monde actuel. Lui aussi, je pense qu'il s'est trompé, la preuve. Enfin, le ministre des Finances du Japon, en 2013, c'est pas très loin, affirmait que, et je vais citer également, si je retrouve mon petit papier, il citait que le problème ne sera résolu, je ne retrouve pas la citation, mais je vais vous la donner de mémoire. Il disait que le problème ne sera résolu, il parlait évidemment d'un problème financier du système de santé, ne sera résolu que lorsqu'on permettra aux vieux malades de mourir plus vite. C'est le comble du cynisme, vous vous en doutez. Et c'est d'une certaine manière prophétique, car notre fameuse loi 52 s'adresse au même problème, mais dans un contexte d'encadrement qui est beaucoup plus humaniste et beaucoup plus respectueux de la volonté de la personne âgée en fin de vie qui est très souffrante. Je n'insisterai pas plus loin. La majorité des médecins vont considérer que la vieillesse se traduit par la perte progressive de nombreuses fonctionnalités, qu'il s'agisse des capacités sensorielles, qu'il s'agisse de la mobilité et d'une érosion également très progressive des fonctions cognitives et de l'élan vital. Je pense qu'eux, ils ne se trompent pas. On peut cependant considérer que cet appauvrissement fonctionnel se déroulera à une vitesse différentielle selon les individus. En d'autres termes, tout le monde ne vieillit pas au même rythme. La preuve aussi, certains d'entre vous n'ont pas l'air très vieux. Et moi-même, qui suis vieille, j'espère que je n'ai pas l'air trop vieille non plus. Alors, j'aimerais donc, à ce moment-ci, affirmer qu'on pourra distinguer les jeunes vieux des vieux vieux. À noter toutefois que l'environnement, que l'éducation, que le niveau socio-économique sont associés à une vieillesse plus progressive dans son rythme. Ainsi, nous savons tous que les personnes qui vivent à Montréal dans les quartiers les plus défavorisés ont une longévité de 9 ans inférieure à celle des personnes qui vivent dans les quartiers plus riches et plus favorisés. C'est la preuve d'une certaine
un certain manque d'équité dans la vie publique. On n'y peut rien, mais on peut toujours considérer que cet aspect des choses mérite justement considération. Nous arrivons maintenant peut-être au sujet de notre présentation, qui est la résilience. La clé de la présentation, c'est est-ce que la résilience peut s'appliquer à la vieillesse? Je commencerai par parler de résilience. Qu'est-ce que la résilience? Tout d'abord, si vous cherchez dans le dictionnaire, que ce soit le Robert, que ce soit le dictionnaire multi, vous trouverez une définition qui n'a rien à voir avec la psychologie, qui est une définition qui concerne les matériaux et plus particulièrement les métaux qui ont du carbone dans leur composition. Cette résilience des métaux est représentée par la qualité de rebondissement de ces mêmes matériaux lorsqu'on imprime un traumatisme ou un coup. Autrement dit, l'acier qui contient du carbone, comme chacun sait, vous pouvez le frapper et il aura tendance à retrouver sa forme antérieure. À noter qu'aucun des dictionnaires que j'ai consultés ne parle de la résilience dans le monde psychologique. Or, nous savons tous depuis quelques années que la résilience a été présentée à de multiples reprises par des personnes variées, dont les exemples vous sont, j'espère, assez bien connus. Tout le monde connaît M. Boris Cyrulnik, qui, dans certains de ses livres, nous a présenté une description particulièrement bouleversante de son enfance fracassée par la guerre au moment de l'occupation allemande, enfance fracassée aussi par l'incompréhension d'un grand nombre de personnes après que la guerre eût été terminée et qu'il essayait, lui, de raconter ce qu'il avait connu. Ce qu'il a connu est absolument invraisemblable. Lorsqu'il avait 6 ans, alors que déjà il avait été confié par sa mère qui a été déportée en camp de concentration, la veille de sa déportation, sentant que les choses allaient arriver, elle a confié son enfant à l'assistance publique et au moment de ses 6 ans, M. Cyrulnik résidait dans une école où il était hébergé, tout en ne sachant pas, bien sûr, qu'il était juif. Donc, il se réveille en pleine nuit, entouré de personnes revolver au poing et porteurs de lunettes noires qui étaient venus l'arrêter pour le condamner à la déportation. Il faut croire qu'il avait une certaine chance parce que quelque temps après, alors qu'il était dans une synagogue en attente d'être déporté, une infirmière qui était à l'extérieur de la synagogue lui fait signe et lui dit « Viens ici » et puis rentre sous ce matelas. Elle soulève le matelas et puis elle lui dit « Glisse-toi sous le matelas, ne respire pas trop fort, ne pleure pas parce que il y a quelqu'un qui surveille et qui va t'emmener dans l'autobus qui attend. » Or, le matelas servait de lit à une pauvre femme qui agonisait et qui était en train de mourir suite à un traumatisme abdominal par une crosse de fusil. Elle avait une rupture de rate, elle était en hémorragie interne, elle agonisait et Boris Cyrulnik a été donc invité à se glisser sous le matelas pour échapper à la déportation. Et c'est ce qui est arrivé. Apparemment, dans ses souvenirs, dont il ne garantit pas l'authenticité, un soldat allemand s'est approché, a soulevé le matelas, l'aurait vu et aurait continué son chemin. Et il rapporte ce souvenir tout en ne sachant pas s'il l'avait inventé après coup ou si effectivement c'était la preuve qu'un soldat allemand pouvait à certains moments connaître une certaine manifestation de compassion. Quoi qu'il en soit, il a connu par la suite beaucoup de foyers d'accueil multiples où sa vie a été difficile parce que ces multiples foyers, il ne pouvait s'y attacher de façon valide et valable et très rapidement, il devait changer de foyer et connaître de nouveaux attachements. Malgré ces épreuves, et là je vais le citer,
parce que c'est assez explicite. J'avais été dépersonnalisée par la guerre. C'est lui qui parle. On m'avait pris mes parents. On m'avait arrêté, enfermé, condamné à mort. On m'avait même caché pour me protéger. On m'avait encapuchonné pour me faire fuir, enfermé dans des pièces sombres, dans des marmites, c'est vrai, et chez des gens que je ne connaissais pas, que ce soit pour me détruire ou pour me protéger. Je n'étais pas maître de ma vie. En défiant la mort, je me repersonnalisais. Je dois dire, pour que vous compreniez le dernier membre de cette phrase, que suite à tous ces événements où il a survécu, il avait pour habitude de se prouver à lui-même qu'il pouvait défier la mort. Ainsi, il se laissait tomber des arbres dont il escaladait de manière à se déplacer vers les branches les plus périphériques et il se laissait tomber. Et de ce fait, évidemment, il ne s'est jamais blessé, semble-t-il, et il se sentait courageux et ayant vaincu la mort. Donc, ça explique, je n'étais pas maître de ma vie, en défiant la mort, je me repersonnalisais. Et toujours, Boris Cyrulnik nous parle de résilience. On parlera de résilience, l'évolution fréquente, penser et permet de penser que le coping n'est pas la résilience. Le coping consiste à affronter l'épreuve. Au moment où elle se produit, l'enfant défie le malheur avec sa petite personnalité déjà construite. Il combat ce qui est autour de lui avec ce qui est en lui. On parlera de résistance beaucoup plus tard, dans l'après-coup, quand l'enfant devra affronter dans sa mémoire la représentation de ce qu'il a subi. Le coping est dans la synchronie, dans le présent. La résilience est dans la diachronie, c'est-à-dire son contraire. On fait face à l'épreuve avec ce qu'on est à ce moment-là. Plus tard, quand on y repense, on cherche à comprendre ce qui s'est passé pour ne plus être confus, pour maîtriser la représentation. On inscrit l'événement tragique dans un récit de soi pour lui donner sens et reprendre un nouveau chemin de vie. Alors seulement, on pourra parler de résilience. Je pense que ces deux extraits d'un livre extraordinaire qui s'appelle « Sauve-toi, la vie t'appelle » de Boris Cyrulnik, où il nous raconte toutes ces épreuves avec un petit peu de philosophie autour de la résilience. Je pense que c'est un livre pour ceux qui sont intéressés à la résilience qu'on devrait lire, parce que c'est écrit dans une langue qui est très prenante et convaincante. Une autre personnalité particulièrement marquante est celle de Stanislas Tomkiewicz. Est-ce que certains le connaissent? Qui était un enfant juif et polonais qui a connu le ghetto à Varsovie, qui s'en est échappé, qui a connu les camps de travail, les camps de concentration. Il a fini par en sortir après l'arrivée des Américains. Il a subi des épreuves mortelles après sa libération, telles que le typhus exanthematique, qui est une maladie contagieuse véhiculée par les poux, comme chacun sait. Il a été dans le coma pendant 3 jours. Il a eu par la suite de la tuberculose. Et en fin de compte, il a connu le Havre de la France, où il a fait des études de médecine et de psychiatrie. À propos de psychiatrie, j'aimerais vous rappeler que Boris Cyrulnik, à l'âge de 11 ans, a retrouvé dans le grenier de sa tante une de ses anciennes compositions françaises, une rédaction où, à 11 ans,
il disait désirer devenir psychiatre pour sauver ou soigner les âmes des adultes. Il pensait que Hitler était syphilitique et qu'on pouvait apprendre à guérir la syphilis, donc on pouvait guérir Hitler de ses grandomanies. Bon, peu importe. Donc, M. Tomkiewicz a connu à peu près les mêmes épreuves que Boris Cyrulnik, a connu aussi une après-guerre très difficile où il a fait ses études de médecine en France. Il a été considéré comme juif et parfois comme métèque, et il a gardé de toutes ces expériences traumatisantes un caractère extraordinairement solide et, passez-moi l'expression, une gueule extraordinaire aussi. Il avait son franc-parler et il a gardé son franc-parler très longtemps. Je l'ai connu au moment où il s'est occupé d'adolescents traumatisés et délinquants. Je l'ai connu à Paris où il s'occupait aussi d'enfance maltraitée. Et croyez-moi, c'était un monsieur extraordinairement attachant et particulièrement coloré. Bon, ceci termine les deux exemples dont je voulais vous parler, racontant les expériences de Boris Cyrulnik et Stanislas Tomkiewicz. Un troisième exemple sur lequel je ne m'appesantirai pas, qui est celui de Germaine Tillion. Germaine Tillion est une personne, une Française, qui a été dans le camp de Dachau et qui a écrit une opérette qui s'est intitulée l'opérette de Dachau. Essayez d'imaginer une femme qui est dans un camp de concentration où on meurt tous les jours et qui écrit une opérette pour soutenir le moral de ceux qui l'entouraient. Et elle a réussi. Je n'ai pas eu le temps de chercher le contenu de cette opérette, mais j'imagine que ça doit être drôle et peut-être pénible à entendre. J'aimerais aussi donner d'autres exemples. C'est celui des personnes analphabètes qui, à l'âge adulte, se résignent ou décident pour leur propre bien et pour l'aventure de la vie à apprendre à lire et à écrire. Je pense que c'est une forme de résilience extraordinaire que de se lancer dans l'aventure de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture alors qu'on est adulte qui n'a pas connu cela dans son enfance. On pourrait aussi signaler que lorsque les personnes vieillissent, et nous sommes tous logés à la même enseigne, elles rencontrent de nouvelles technologies qui peuvent leur sembler des montagnes extraordinaires à rencontrer et à combattre. Je parle de l'ordinateur, de l'iPad et de compagnie. Au lieu de penser que celle-ci représente des obstacles insurmontables, je pense que nous pouvons tous, pour ceux qui ne maîtrisent pas ces outils électroniques, nous pouvons tous considérer que c'est une preuve de résilience et une expérience enrichissante que d'arriver à maîtriser, tout au moins partiellement, ces instruments et à connaître un monde qui est nouveau pour ceux qui ne l'ont pas encore connu. Tiens, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'ordre de mes diapositives. Alors, je voulais tout simplement vous donner la définition de ce qu'on pourrait appeler la résilience. C'est un concept qui est complexe, qui est multidimensionnel. Je bafouille, vous m'excuserez, je n'ai pas bu, hein, croyez-moi. C'est une perception particulière de l'adversité qui sera considérée par la personne résiliente et qui sera vécue non pas comme une montagne insurmontable, mais qui sera vécue comme une possibilité de croissance et d'apprentissage individuel. Je pense que c'est la clé de la résilience. Alors les exemples, je vous les ai transmis, c'est ceux de monsieur. Il y en a beaucoup d'autres que j'aurais pu trouver dans la littérature et ailleurs,
mais vous les connaissez certainement. Il y a des adultes qui ont connu de l'adversité de tous ordres, que ce soit des deuils, que ce soit des maladies, dont ils ont pu non seulement sortir sans être détruits, mais encore pouvoir considérer que toutes ces épreuves leur ont permis de connaître un monde différent et leur ont permis de grandir. Quels sont maintenant ce qu'on pourrait appeler les prérequis de la résilience? Tout d'abord, comme l'a dit Cyrulnik, ce n'est pas au moment de l'épreuve que l'on devient résilient, c'est après coup. Quand on se retourne sur ce passé douloureux, quel qu'il soit, et qu'on se pose la question, quel est le sens que l'on peut donner à l'épreuve qui nous a attaqués? Et cette recherche de sens représente un des premiers prérequis de la résilience. Nous avons tous connu des épreuves variées, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit des déceptions professionnelles, que ce soit des méchancetés de gens qui nous entourent ou d'autres caractéristiques de la vie. Nous avons tous connu des épreuves. Et nous avons, si nous avons été résilients, nous nous sommes demandé à un moment de réflexion quel est le sens de cette épreuve. Et la personne qu'on appellera résiliente va être en mesure, en recherchant un sens différent que le sens apparent d'une épreuve, va rechercher et trouver dans un processus de remaniement de cette adversité un sens différent qui lui permet de considérer l'épreuve elle-même comme un marchepied, comme quelque chose qui lui permet d'aller plus loin dans la vie et qui est une forme de réussite dans la vie qui probablement permet à la personne d'augmenter sa confiance en soi et de se sentir valorisée d'une certaine manière par l'épreuve. Je voudrais aussi considérer que parmi les prérequis, et ils ont été mentionnés par les deux personnes que j'ai nommées tout à l'heure, que ce soit Boris Cyrulnik ou Tomkiewicz, les prérequis en profondeur de la résilience, c'est ce que nous avons connu dans les premiers jours ou les premières semaines ou les 2 premières années de vie, c'est-à-dire un attachement sécure. C'est Bowlby qui probablement est le premier à parler de résilience ou de l'effet en profondeur et très bénéfique de ce que connaît le très jeune enfant dans les premiers temps de sa vie, c'est-à-dire la réponse à ses besoins, non pas physiques, le biberon, le changement de couche, mais à ses besoins affectifs. L'enfant très jeune qui aura connu une sécurité et auquel on aura répondu en temps et lieu à ses peurs, à sa fatigue, connaîtra un attachement qu'on appelle confiant, qu'on appelle sécure, qui lui permet plus tard de devenir un adulte beaucoup plus compétent, beaucoup plus sociable, beaucoup plus susceptible de progresser et de faire face aux adversités de la vie. Cette capacité de résilience semble donc pour certains être tributaire d'une qualité de vie initiale dans les premières années de vie. Et ceci permet aux personnes qui ont eu la chance, parce que ça ne se commande pas, on ne revient pas là-dessus, on l'a ou on l'a eu, on ne l'a pas eu, de connaître une nouvelle opportunité d'un apprentissage qui permet à la personne d'aller plus loin dans la vie. Quels sont maintenant, nous avons vu les prérequis, il pourrait y en avoir d'autres, je ne suis pas spécialiste de la résilience, c'est la première fois que je m'occupe de ce concept et j'ai trouvé ça tellement stimulant et tellement jeune comme qualité humaine que je pense que ça mérite un approfondissement. Alors maintenant, quelles pourraient être les origines réelles de la capacité d'avoir de la résilience? Tout d'abord, c'est une tendance innée vers l'optimisme.
mais tout le monde n'est pas optimiste. Est-ce que l'optimisme, on va faire une petite parenthèse, j'espère pas trop longue, est-ce que l'optimisme est une qualité innée? Freud disait que oui, ça ne veut pas dire qu'il avait raison. On sait aujourd'hui que l'optimisme a peut-être des racines génétiques, mais beaucoup moins réelles et nombreuses qu'on pensait antérieurement. Il semble que l'optimisme soit relié à un gène particulier qui est le 5-HTT et ça dépend de la longueur de ce gène. Et il semble relié à la capacité de sécrétion d'une hormone cérébrale qui se situe dans le mésencéphale et qui permet, disons, de réguler les émotions. Ceci étant dit, on pense que la plasticité cérébrale qui est donnée à tous, là, il n'y a pas de privilégiés. La plasticité cérébrale existe chez nous tous et c'est elle qui permet, dans une situation particulière, que ce soit un traumatisme, que ce soit un accident, cette plasticité cérébrale permet à la portion du cerveau résiduelle qui n'est pas touchée de subvenir à de nouvelles ou de répondre à de nouvelles sollicitations et en définitive à représenter la base de nouveaux apprentissages. C'est la raison pour laquelle on serine à toutes les personnes âgées de se livrer à toutes sortes d'exercices cérébraux avec la perspective d'améliorer le fonctionnement cérébral ou de protéger le fonctionnement cérébral contre le déclin de la vieillesse. Notez bien que ces éléments biologiques qu'on pourrait qualifier d'innés ne sont pas les seuls. On dit que les personnes qui ont l'optimisme chevillé à leur corps ou à leur esprit sont des personnes qui vont vivre plus longtemps. Il semble que statistiquement ce soit vrai. Donc, un avantage de longévité quand on est optimiste. Est-ce que l'optimisme est une qualité innée? Nous avons vu que ce n'est pas tout à fait vrai. Est-ce qu'elle pourrait être acquise? La réponse est également vraie. Il y a des recherches qui démontrent que l'optimisme est contagieux, que de vivre avec des gens optimistes vous permet d'acquérir cette qualité. Donc, choisissez vos fréquentations et essayez de les trouver parmi les gens optimistes. De vivre au contact de personnes optimistes a des chances de vous rendre optimiste. L'optimisme est contagieux. Tout ceci étant dit, donc, comme prérequis, nous avons la nécessité, comme origine, nous avons un élément biologique sur lequel nous avons peu de pouvoir. Par contre, choisir ses amis et ses connaissances et le milieu dans lequel on évolue fait partie de notre liberté et de nos choix. Et je pense qu'à ce titre, nous pouvons essayer d'augmenter la contagion optimiste par le choix de notre milieu de fréquentation. Je dois dire qu'à l'origine de la résilience, il y a aussi ce que j'appellerais des renoncements réalistes. Ça veut dire que quand on a, on va dire, 80 et quelques années, on ne fréquente pas des milieux où la chose importante, c'est de faire le marathon de Montréal. Et j'ai déjà parlé de l'attachement sécure en bas âge. C'est une donnée que je pense particulièrement importante et qui est soulignée par Bowlby, évidemment, c'est son boulot, et soulignée par Cyrulnik et Tomkiewicz, qui tous les deux disent dans leurs écrits, j'ai oublié de mentionner que l'écrit de M. Tomkiewicz s'appelle « L'adolescence volée » et qu'à ce titre, c'est un ouvrage probablement aussi important et aussi pittoresque que le livre de M. Cyrulnik qui s'appelle « Sauve-toi, la vie d'appel ». Tomkiewicz a intitulé son livre « L'adolescence volée » et il dit qu'il a choisi ce titre parce qu'on lui a volé sa propre adolescence.
Quelles sont maintenant les caractéristiques d'une personne qu'on appellera résiliente? Elle a, évidemment, pour être résiliente, réalisé une perception modifiée de l'adversité qu'elle aura connue. Elle aura tendance à avoir un engagement social, donc elle sera tournée vers autrui au lieu de se regarder le nombril et de se plaindre de tous les maux que nous connaissons tous quand on vieillit. C'est une personne dynamique, c'est une personne qui aura le sens de l'humour, qui sera patiente et qui sera optimiste. Avec comme résultat de ces caractéristiques d'une personne résiliente, un bouclier contre l'anxiété, une défense contre la dépression et la réaction excessive au stress. Et ceci va culminer dans une protection physique et mentale contre l'adversité et qui plus est, sans l'achat d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques. Alors, soyons optimistes et soyons résilients. Nous avons des chances d'échapper à l'anxiété et à la dépression qui, croyez-moi, n'est peut-être pas quelque chose de très, très intéressant. Ah ah. Est-ce qu'on peut maintenant considérer qu'il y a des interventions qui vont favoriser la résilience, des interventions à l'échelon individuel, c'est-à-dire nous tous, et à l'échelon communautaire? On va laisser le soin de penser les interventions à l'échelon communautaire aux spécialistes de la santé communautaire et de la politique. Parmi les interventions qui favorisent la résilience à l'échelon individuel, qui représentent au fond des conseils que nous entendons tous les jours, ça ne veut pas dire qu'on les suit, c'est prendre soin de sa santé, prendre soin de soi. Nous connaissons tous les préceptes les plus élémentaires d'une alimentation saine, c'est-à-dire une économie de consommation de viande rouge et une pression vers la consommation plus accrue de légumes et de fruits. Parmi les règles alimentaires que nous pouvons privilégier pour nous sentir mieux, il y a probablement des compléments tels que les multivitamines. Je mettrai une note de, comment dirais-je, une note de négative. Un excès de vitamines n'est pas nécessairement mieux. On sait que certaines des vitamines que l'on vend comportent, par exemple, de la vitamine D qui, prise en excès, pourrait être toxique pour le système rénal. On parle aussi, pour favoriser la résilience et la santé générale, c'est de faire de l'exercice. Tout le monde dit, et vous le savez, et je le sais, ça ne veut pas dire qu'on le fait, c'est de favoriser des exercices quotidiens. De quoi s'agit-il? S'agit-il de vélo stationnaire? Pas nécessairement. S'agit-il de marche à pied? La réponse est oui. S'agit-il de faire des haltères? Peut-être, mais à condition de ne pas prendre 100 kilos d'haltères. On sait aussi que certaines interventions, telles que les pratiques spirituelles ou religieuses, ont un effet bénéfique et sur la santé et sur la longévité. Et enfin, favoriser les pensées positives qui font partie de l'arsenal thérapeutique de l'optimiste, c'est favoriser les pensées positives. Et de ce fait, le seul fait de favoriser les pensées positives représente un élément qui protège la santé. D'ailleurs, Voltaire le savait bien, puisqu'il disait « Je suis heureux parce que je sais que ça me fait du bien et me maintient en santé. » Et 2 siècles plus tôt, le philosophe que l'on connaît bien disait que les pensées positives ont un effet bénéfique sur la santé. Donc, soyons tous accros, c'est le mot que j'aimerais que vous reteniez, accros à la pensée positive
Et j'arrive à une conclusion qui est la suivante. La résilience n'est pas une recette contre la vieillesse. Elle permet de goûter différemment ce qu'on appelle la vieillesse. La fontaine de jouvence n'existe pas malgré toutes sortes de publicités concernant les crèmes, les exercices particuliers, la méditation, quoique celle-là, je pense qu'on pourrait la garder en tête. La résilience est à la portée de tous. Il suffira, entre autres, de le vouloir. Merci. Avez-vous des questions ?